Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue dans Avec ou sans parure, votre émission de débat politique sur Lux Radio. À Casablanca, vous nous écoutez sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Avec ou sans parure revient cet après-midi sur la diplomatie spirituelle. Chez nous au Maroc, le concept est nouveau et semble bien en marche pour affirmer et confirmer la position du royaume, en Afrique notamment, mais pas seulement. Alors que signifie au juste ce concept de diplomatie spirituelle? Comment cela fonctionne-t-il et comment pouvons-nous en tirer profit à court, moyen et long terme? Nous avons intitulé ce débat Diplomatie spirituelle, nouvelle force géopolitique pour le Maroc, avec un point d'interrogation ou pas d'ailleurs. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Rachid Belbah, vous êtes enseignant chercheur à l'Institut des études africaines, vous êtes professeur universitaire et spécialiste des études post-coloniales et des trois religions monothéistes. Bonjour Rachid Belbah, merci d'être avec nous. Avec nous également cet après-midi Romain Simnel, vous êtes ethnologue et anthropologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous vivez entre le Maroc et la France. Au Maroc, vous avez appris le Techlhit durant votre séjour chez les Ait Ba'amran, tribu à laquelle vous consacrez d'ailleurs votre thèse de doctorat parue en 2011 aux éditions du CNRS. L'origine est aux frontières. Les Ait Ba'amran en exil en terre d'Arganier. C'est votre thèse de doctorat en 2014 où d'ailleurs vous publiez de Bojador à Bouche d'Or. Bon voilà, nomade, poète et marin du Sahara Atlantique aux éditions de la Croisée et aux éditions La Croisée des Chemins. Et vous co-signez avec l'écrivain Mortada Kalami à cette même période l'ouvrage Ne mange pas ce livre, Mali, Mauritanie, Maroc, les enjeux des manuscrits au Sahara. Et actuellement vous travaillez sur l'anthropologie de la transmission de la langue, de l'écriture et du Coran notamment. Bonjour et merci d'être avec nous, Romain Simnel. Également avec nous aujourd'hui pour parler donc de diplomatie spirituelle, Moulay Abdallah Sherif Louazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques, titulaire d'un doctorat en études islamiques. Vous êtes un enseignant-chercheur en pensée islamique et sciences de l'éducation, spécialiste en théologie et soufisme. Vous êtes un orateur international sur des questions portant notamment sur l'islam, le soufisme et l'existence. Vous écrivez en arabe et en français et parmi vos publications, Prophète de l'islam, le modèle et ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir du Coran. Merci Moulay Abdallah Sherif Louazani d'être avec nous aujourd'hui en direct sur Lux Radio. Merci. Tout de suite messieurs, l'édito et on revient juste après bien sûr pour vos réactions. Et si la résolution des dossiers politiques les plus complexes et les plus conflictuels passait par la spiritualité? C'est en effet une tendance qui est en passe de s'installer dans le monde et le Maroc, dont le roi est le commandeur des croyants, devrait indéniablement puiser là une ressource de taille pour la défense de ses intérêts, notamment dans le dossier du Sahara. Le Maroc est grandement respecté dans les pays musulmans et africains en particulier et considéré comme étant un modèle religieux. En témoignent les multiples demandes de pays africains dans le cadre de la coopération religieuse pour que leurs imams soient formés au Maroc. Le Maroc et la France avaient récemment, en ce sens, signé une déclaration conjointe franco-marocaine relative à la coopération en matière de formation d'imams. Une déclaration qui rappelle l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la promotion d'un islam du juste milieu, un islam d'ouverture et de tolérance. Cette déclaration souligne également la volonté des autorités françaises d'accompagner l'affirmation d'un islam ancré dans le respect des valeurs de la République française et la formation, à terme, des imams en France. De par le monde, des anthropologues, théologiens et sociologues ont depuis des années appelé à spiritualiser la politique, une voie que pratique le pape François depuis son avènement à la tête du Vatican. Le souverain pontife n'hésite pas à prendre des positions politiques dans plusieurs dossiers, notamment celui du conflit israélo-palestinien. Son invitation à Mahmoud Abbas et Shimon Peres à aller prier ensemble pour la paix au Vatican restera sans aucun doute l'une de ses plus belles initiatives, certainement aussi la preuve que la spiritualité peut réussir là où échoue la politique. Il va à Cuba, aux États-Unis, prend des positions, ne suscitant pas toujours l'unanimité sur des dossiers épineux tels que la position de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Il a aussi dénoncé le génocide arménien, une première pour un pape qui lui a valu de s'attirer les foudres de la Turquie.
Alors que se multiplient les actes de violence au nom de l'islam et que les musulmans sont de plus en plus stigmatisés dans leur pays d'accueil, notamment dans certains pays d'Europe, une diplomatie spirituelle parallèle a certainement son mot à dire. La religion peut apaiser les tensions, fédérer autour de valeurs communes, les valeurs du vivre ensemble. Avec nos invités, nous débattons cet après-midi de la diplomatie spirituelle, son rôle et ses forces. La diplomatie spirituelle est-elle la clé pour une diplomatie marocaine plus forte ? Quelle place pour la spiritualité dans la politique ? Le débat est ouvert. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Moulay Abdellah Cherif Louazani, je rappelle que vous êtes président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. Réaction à l'édito pour commencer. C'est un édito qui regroupe énormément de choses et d'ailleurs qui ouvre plusieurs pistes justement à notre réflexion de cet après-midi. Je retiens 2 idées essentielles. D'abord, la spiritualité peut réussir là où la politique échoue. Nous avons beaucoup de preuves et aujourd'hui, on a besoin pour un petit peu adoucir les mœurs, pour diminuer cette course effrénée à l'affrontement, à la spiritualité. Deuxième chose, au vu des événements dramatiques aujourd'hui qui se passent un peu à travers le monde, au nom de l'islam, il faut aujourd'hui rectifier le tir. Il faut changer la vue. Il faut que la spiritualité entre en jeu pour clamer haut au monde entier que ça, c'est pas l'islam. Mais l'islam, c'est totalement l'opposé. Romain Simnel, ethnologue et anthropologue, réaction à l'édito. Oui, en effet, je pense que c'est un concept extrêmement intéressant, la diplomatie spirituelle, mais je voulais noter 2 choses importantes par rapport à l'édito, qui est très riche aussi. C'est que finalement, cette diplomatie spirituelle, elle ne se joue pas qu'au niveau des États. On a trop tendance peut-être en ce moment à montrer que c'est quelque chose d'étatique, mais elle a aussi son ancrage au niveau populaire et au niveau culturel. C'est-à-dire une diplomatie spirituelle étatique ne peut fonctionner que s'il y a véritablement une tradition historique et un impact de cette diplomatie spirituelle au niveau des couches populaires et culturelles. Par ailleurs, je pense qu'on reviendra sur la comparaison entre la diplomatie spirituelle donc de la papauté et la diplomatie spirituelle qui se met en marche au Maroc, parce que il faut pas oublier que la diplomatie spirituelle de la papauté a été véritablement un instrument de légitimation de l'esclavagisme notamment, de la colonisation, etc. Donc je pense qu'à mon avis, la diplomatie spirituelle marocaine s'inscrit dans un autre type de philosophie, bien plus moderne en fait. On en parlera tout à l'heure, on reviendra d'ailleurs sur ça. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines à Rabat, réaction à l'édito. Juste pour rebondir sur l'édito et revenir à cette comparaison, moi je trouve que le Vatican et l'État comme le Maroc, ils appartiennent pas au même paradigme. Et il n'y a pas les mêmes intérêts aussi. Ni le même contenu. Mais c'est peut-être juste par rapport à l'appellation. Il me semble, Romain Simnel a voulu faire une allusion par rapport à cela. Le Vatican est un État religieux, le Maroc c'est... Bon, mais on pourrait c'est un État aussi dont c'est tout un débat là-dessus, mais ça serait intéressant quand même de voir à partir de cette comparaison, voir les différences. Mais en tout cas, moi je voudrais juste réduire et m'occuper du Maroc et de sa politique étrangère. Parce que quand on parle de diplomatie spirituelle, bien sûr, on a trouvé le concept. La dimension heuristique, elle est là. Mais on n'a pas encore de contenu. On n'a pas encore les mots et les termes pour désigner cette diplomatie spirituelle. Et je crois que ce débat-là est intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelque part, il y a tous les acteurs du champ politique, le champ scientifique et culturel, qui sont en train de débattre pour pouvoir identifier un contenu qui soit clair et qui permette justement... Je parlerai plutôt... Alors, on dit... Rassurez-nous, c'est pas comme c'est pas une coquille vide quand même. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas que c'est une coquille. Il faut juste déterminer le contenu. Et c'est tout le travail, tout l'effort qui est demandé aussi bien aux chercheurs, aussi bien aux acteurs. Si on n'a pas déterminé le contenu, c'est-à-dire que le contenu on y reviendra si vous voulez. Plus ou moins léger. Justement. Alors, tenez, je vous dis diplomatie spirituelle. Que veut dire? Il faudra mettre un sens. Justement, c'était le sens de ma première question aussi. Est-ce qu'il s'agit de diplomatie spirituelle? Est-ce qu'il s'agit d'abord de diplomatie, après on fait une adjonction de qualificatifs, diplomatie économique, diplomatie sociale et ainsi de suite? Alors, diplomatie, que veut dire ça? C'est le rapport d'État à État.
qu'on soit clair. Et c'est là où peut-être que je mettrai une nuance. Oui. C'est un rapport d'État à État. Il y a des intérêts entre les États. Et bien sûr, chaque État, il met en place toute une structure, une institution pour défendre les intérêts de cet État. Alors, bien sûr, la diplomatie est l'instrument qui permet d'offrir, de mettre en œuvre une politique étrangère. Et c'est là où il y a un intérêt. Je préfère de loin parler de politique étrangère dans la religion est un élément central, un pilier. Donc c'est là, c'est juste pour identifier. Alors au Maroc aujourd'hui, en gros, il y a quatre termes qui circulent et pour lesquels on devrait trouver une cohérence donnée. On parle de sécurité religieuse, on parle de diplomatie spirituelle, on parle de sécurité religieuse, on parle de partenariat religieux, on parle de politique étrangère. Donc 4 éléments, au moins 3, sécurité religieuse, partenariat religieux et diplomatie spirituelle. On devrait absolument trouver une cohérence autour de cela et se dire que le Maroc, il a une offre globale envers les pays subsahariens. Une offre globale qui se décline sur l'économique, le socioculturel, le politique et le culturel. Le culturel, très bien. Voilà. Abdallah Cherif El-Ouazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. D'abord, peut-être se mettre d'accord, il me semble que c'est une première étape nécessaire, se mettre d'accord sur la terminologie, sur les définitions. Est-ce que diplomatie ou la diplomatie spirituelle, c'est un terme relativement nouveau ou est-ce que c'est un terme qui est ancien? Et qu'est-ce qu'on met dedans surtout? Bon, il faut revenir quand même à la racine, à l'origine, parce que c'est un mot qui vient de la diplomatie tout court. La diplomatie qu'on peut appeler profane. La diplomatie profane, c'est le fait de lier, c'est-à-dire d'avoir des relations avec d'autres pays, entre pays, pour se connaître mutuellement et pour défendre les intérêts de tout un chacun. La diplomatie spirituelle est un peu différente de ça. La diplomatie spirituelle, c'est une diplomatie qui permet de rapprocher, de se comprendre, de s'aimer. Parce que quand on parle de spirituel, on parle de cœur, on parle d'éthique, on parle de morale et de moralité. Donc c'est un peu différent. Mais la finalité, c'est la cohabitation pacifique, c'est le respect mutuel et bien sûr, ça prend ses racines dans la diplomatie que j'appelle moi la diplomatie prophétique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement agi dans ce sens. Et on peut revenir à la conduite prophétique et donc à la vie du prophète et on voit que durant sa vie, donc quand il a immigré à Médine et donc il a installé son État à Médine, il a commencé à correspondre avec tous les chefs d'État de la région. Et toutes ces lettres qu'il a envoyées, elles étaient basées sur la compréhension, le respect et surtout la transmission de son message. Et on peut voir un petit peu les grands. Il a envoyé à Amr ibn Umayya al-Dahiri, il l'a envoyé en Éthiopie auprès de Négus, c'était un grand empereur. Il a envoyé Dihya ibn Khalifa al-Kalbi chez Héraclius en Byzance. Il a envoyé Abdullah ibn Hudayf al-Salmi chez le roi de Perse, Kisra, et ainsi de suite. Le message était « Je suis là, voilà ma croyance, voilà ma compréhension du message et je voudrais qu'on installe une relation équilibrée, basée sur le respect et la connaissance mutuelle. » Et nullement... Ça, c'est aussi, excusez-moi, mais c'est aussi une sorte de diplomatie, j'allais dire, classique et normale. C'est pas forcément une diplomatie spirituelle ou autre, je veux dire, qui a trait à la religion d'une manière ou d'une autre, si? Oui, mais elle était imprégnée. Et d'ailleurs, c'est de là que nous recevons. Quand on voit un petit peu aujourd'hui la diplomatie spirituelle du Maroc, la diplomatie spirituelle du Maroc, elle est basée sur 4 grands piliers aujourd'hui. Le premier pilier, c'est la commanderie des croyants. Et ça, c'est un leadership religieux. Et c'est bien sûr un héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le commandeur des croyants, c'est l'héritier du prophète. C'est celui qui le remplace dans sa mission spirituelle, religieuse et aussi politique. Parce que le prophète réunissait toutes ses fonctions et toutes ses prérogatives dans sa personne. La deuxième, c'est l'appartenance à la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Ash-Shurafa, les descendants du prophète, parce que le roi du Maroc, le commandeur des croyants, est un descendant du prophète. Et à travers l'histoire du Maroc, les descendants du prophète qui agissaient d'eux-mêmes sans être sous la
coupole de l'État et qui partaient en Afrique, et qui partaient au Moyen-Orient et qui partaient dans certaines régions, en raison de leur lignée, en raison de leur appartenance, jouissaient d'un respect, d'un égard, parce que tout musulman, à quelques exceptions près, ont un respect, ont un amour, ont un égard pour la lignée du prophète. Et ça bien sûr, ça vient du Coran. Je ne vous demande aucune rétribution, aucun salaire, rien que l'égard à ma descendance. Et c'est de là où il y avait toujours cet égard, cet amour, ce respect, et bien sûr cette attention particulière à cette descendance, à ce qu'elle dit, et à son orientation spirituelle. Le troisième pilier, c'est la Qarawiyyin, la première institution, la première université au monde, et qui a délivré le savoir un peu à travers le monde. Et si je me limite rien que sur l'Afrique, tous les grands savants de l'Afrique, sur des siècles, ont été formés à la Qarawiyyin. Et ils sont revenus chez eux pour propager ce savoir et cette lumière grâce à la Qarawiyyin. Donc c'est un référentiel religieux très important. Et le quatrième pilier, c'est le soufisme. Le soufisme, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est la moralisation, c'est l'éthique. Et si on revient un petit peu aux voix soufis marocaines, on va trouver que les deux plus grandes voix soufis au monde émanent du Maroc, la Chadiliya et la Tijaniya. Et qu'elles ont essaimé dans le monde entier. Surtout en Afrique peut-être. Bon, l'Afrique, beaucoup plus la Tijaniya. Ouais. La Chadiliya, c'est le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient et l'Asie. Le Soudan, les voix soufis Chadiliya du Soudan sont toutes d'origine marocaine, grâce à un certain nombre de savants, dont Sidi Ahmed Ben Idriss, qui est parti à la fin du XVIIIe siècle au Soudan, puis en Arabie Saoudite, et qui est d'ailleurs enterré en Arabie Saoudite, et dont l'enseignement, le savoir et la spiritualité rayonnent jusqu'à aujourd'hui. Donc ces quatre piliers donnent aujourd'hui une crédibilité, un charisme et un leadership spirituel, religieux, et à travers le spirituel et le religieux, politique au Maroc. Alors on a su maintenir justement ce lien. Absolument. Absolument. D'ailleurs, à travers le temps, je veux dire, voilà. Ça a toujours continué. Si on parle de l'Afrique, Sidi Ahmed Tijani reste pour tous les Tijanis de l'Afrique, et donc c'est l'extrême majorité. La quasi-majorité des soufis d'Afrique sont Tijanis. Pour eux, la ziyara, la visite du tombeau de Sidi Ahmed Tijani à Fès est une part de leur pèlerinage. Ils ne peuvent pas aller en Arabie Saoudite à la Mecque s'ils ne passent pas par Sidi Ahmed Tijani. Les Chadilis, c'est la même chose. Et donc cette relation entre le Maroc, qui est émetteur justement de ce soufisme, et donc de tous les pays où il a essaimé, où il a rayonné, reste forte. Bien sûr, on n'a jamais parlé de cette appellation de diplomatie spirituelle avant, mais le sens et l'essence étaient toujours là. Romain Simnal, ethnologue et anthropologue, pour vous, la définition la plus correcte pour justement définir cette diplomatie spirituelle, ça serait laquelle? Qu'est-ce que vous mettriez dedans? Et puis, est-ce qu'il faut faire la différence entre diplomatie spirituelle, diplomatie religieuse, diplomatie de la foi? Il y a beaucoup de terminologie. Est-ce que ça se ressemble et est-ce que ça s'assemble, j'ai envie de dire? En fait, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je pense que ce concept, parce que c'est d'abord un concept, cache un contenu quand même très implicite. C'est-à-dire que, à mon avis, on peut ranger énormément de choses dedans. Je vais essayer de les énumérer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler de pourquoi on parle plutôt de diplomatie spirituelle plutôt que de diplomatie religieuse. On aurait pu aussi parler, on n'a pas cité le terme de diplomatie mystique. Et alors, à mon avis, moi je pense que ce contenu implicite, qui plonge, comme je l'ai dit, ses racines dans une histoire très très ancienne, il rassemble un ensemble de faits. Alors bien évidemment, d'abord, on peut parler du rite, donc c'est-à-dire le rite malékite, puisqu'on sait que cette diplomatie spirituelle s'appuie quand même sur cette comment dirais-je, hégémonie et cette homogénéité du rite malékite, donc dans toute une région qui va du Maroc jusqu'au Mali, etc. Et dont le sultan du Maroc est donc l'émir el-Mouminin, le représentant, le garant finalement de ce rite malékite. Avant de parler des confréries, moi je parlerai des saints. Vous savez, il y a ce proverbe arabe qui dit toujours que l'Orient est le pays des prophètes
et le Maghreb est le pays des saints. Je crois que cette dissémination des saints du nord du Maroc jusqu'à la Mauritanie et jusqu'au Mali a participé grandement justement au tissu diplomatique, on va dire spirituel, du Maroc dans ces zones. On a parlé de la confrérie, bien évidemment, du soufisme en général, la confrérie Tijaniya, oui, bien évidemment. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi des saints qui ne se revendiquent à aucune confrérie, et il y a aussi des liens entre des saints qui n'ont pas de confrérie au Mali et des saints qui n'ont pas de confrérie au Maroc. Je pense aussi aux liens commerciaux et religieux. Comme vous savez, le commerce transsaharien on parle de commerce, bien évidemment. Moi, j'ai toujours l'habitude de rajouter commerce de la baraka, parce que finalement, les comptoirs étaient protégés par des familles maraboutiques, les zaouïas avaient un grand rôle dans le commerce transsaharien, etc. Là aussi, on peut parler finalement d'une économie spirituelle, en tout cas du rôle de la spiritualité dans l'économie, les relations économiques entre le Maroc et ses États voisins. Et puis, bien évidemment, on l'a dit, les correspondances, mais aussi les débats, l'esprit de débat religieux. On trouve en ce moment énormément de textes, de casuistiques, pour discuter de cas, justement, entre des fouqahs sénégalais et des fouqahs marocains, de savoir, par exemple, si tel personnage peut être considéré comme un saint ou comme un griot, par exemple, parce qu'ils jouent de la musique. Alors ceux du Nord disent nous c'est tout à fait habituel, on a des saints qui jouent de la musique, alors que ceux du Sud disent mais non, chez nous celui qui joue de la musique c'est plutôt un griot. Donc cette casuistique, donc ce débat, cette capacité de se mettre d'accord sur des choses culturellement différentes, mais qui partagent une même spiritualité, ça je pense que ça fait partie aussi du contenu justement implicite. Enfin, petite référence symbolique, bien évidemment, les djinns ont une importance extrêmement importante dans cette histoire de diplomatie spirituelle, au niveau du tissu populaire justement. Je vous donne un petit exemple. Dans la région de Gao, encore aujourd'hui, il y a des cultes de possession, comme il existe au Maroc, dans les lilas d'Egnawa par exemple, et les adeptes se font posséder par des djinns qui incarnent en fait les anciens rois marocains. Et donc on a cette référence populaire dans les cultes de possession. Les individus se font posséder par des rois marocains, ce qui prouve véritablement encore l'ancrage de la spiritualité, du mysticisme venu du Maroc dans ces régions-là. Et là vous voyez que les États n'ont rien fait pour que c'est quelque chose qui est venu du peuple. Et c'est là-dessus, à mon avis, c'est sur ce ciment populaire, sur ce tissu spirituel partagé par les populations du Sahel et du Maroc. Encore aujourd'hui en 2015. Encore aujourd'hui en 2015. Ouais. Moi j'étais en 1999 donc au Mali, à Ségou, et le jour où le sultan Hassan II est mort, tous les Maliens sont descendus dans la rue à Ségou pour aller observer l'étoile filante, donc qui marquerait justement l'envol, on va dire, de l'âme de Hassan II au ciel. Ce qui vous montre à quel point l'image du sultan marocain est importante dans les couches populaires maliennes. Et ça, je pense que c'est fondamental de s'appuyer là-dessus pour construire justement une diplomatie spirituelle. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat, vous êtes, par rapport à cette approche justement d'ancrage populaire et de croyance, vous pensez que ça a sa place aujourd'hui dans notre approche, nous Marocains, de la diplomatie spirituelle? Certainement, mais je voudrais juste revenir pour clarifier et identifier cette diplomatie spirituelle. Vous savez que la plupart des délégations étrangères, qu'elles soient occidentales ou asiatiques ou même relevant des institutions internationales, elles ont toujours dans leur agenda la question religieuse. Et donc, ils rencontrent les acteurs officiels du champ religieux, que ce soit le ministère ou d'autres acteurs, pour justement comprendre cette diplomatie spirituelle et l'offre marocaine. Moi, je préfère parler d'offre marocaine. Et c'est là où il y a l'intérêt. C'est là où je dis que nous sommes dans quelque chose de concret et d'extrêmement important qui pourrait aider le Maroc justement pour pouvoir plus tard défendre ses intérêts et en même temps peut-être apporter une solution à des problèmes. En fait, c'est ça. Moi, je dis, pour comprendre puisqu'on parle de diplomatie spirituelle, j'aurais préféré un autre mot, mais bon, l'important c'est... Vous auriez préféré quoi? Oui, parler de sécurité religieuse et dire qu'il y a une politique étrangère marocaine que la diplomatie marocaine met en œuvre et offre à d'autres États
sinon à d'autres acteurs qui ne relèvent pas des institutions étatiques, dans son volet religieux. Il y a un volet religieux de la diplomatie marocaine. Et ce volet religieux, il a comme deux piliers, on peut en trouver d'autres, mais pour moi, il a deux piliers, celui de la sécurité religieuse et celui du partenariat religieux. D'abord, sécurité religieuse, dans le sens où on est dans un contexte politique religieux déterminé par l'extrémisme et par le phénomène du djihadisme. Il y a une forme de violence, et donc on essaye de trouver des solutions à cette violence. Alors le Maroc, il a une offre à ce niveau-là, en termes de stratégie de déradicalisation. C'est ça le mot le plus important. Le Maroc, il offre une possibilité, il offre son savoir-faire en matière de déradicalisation. On peut parler de stratégie marocaine de déradicalisation qu'on essaye d'offrir à d'autres pays qui n'ont pas les structures pour des raisons historiques relatives à l'État-nation dans les pays subsahariens et la séparation de l'État et de la religion. Donc des régimes laïques qui n'ont pas eu les moyens justement d'encadrer le champ religieux. Aujourd'hui, ils ont besoin de compétences comme celle du Maroc et le Maroc, il peut l'offrir. Alors, pourquoi il y a eu une radicalisation, bien sûr. On reviendra peut-être sur ça tout à l'heure. Ouais. Mais l'important, ça, la sécurité religieuse. Deux, partenariat religieux. Pourquoi partenariat religieux? Parce que quelque part, quand on met souvent en avant Emirat al-Mouminin, qui est le fer de lance de cette politique, souvent on rencontre des formes de suspicion de la part d'États ou surtout de la communauté peut-être européenne ou d'autres qui se posent des questions. Est-ce que le Maroc n'a pas de visée hégémonique, sinon impérialiste? Et c'est des questions qui se posent. Alors que le Maroc dit non, on est dans une formule claire. C'est le message du Maroc. On est dans une forme de partenariat religieux. Oui, mais quand on dit qu'on veut être une plateforme par laquelle les pays européens passent pour arriver en Afrique subsaharienne, il y a quelque part un peu d'hégémonie là-dedans. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Oui, mais attendez. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une offre s'il n'y a pas une ligne de partage. La ligne de partage avec au moins les pays subsahariens, c'est le malikisme dont mes collègues ont parlé, et bien sûr les 4 piliers dans Silwazani a évoqué les constances en matière de foi, de doctrine et de comportement spirituel. Alors, ça c'est important. Donc, il y a une ligne de partage. La ligne de partage, elle passe par le rite. Le rite malikite où on pourrait bien sûr spécifier et voir donc en quoi le malikisme peut être un rempart contre toute forme d'extrémisme religieux et comme outil de déradicalisation. Alors, le partenariat, il se situe au niveau du partage du rite malikite et surtout aussi de la dimension spirituelle, mystique, tijani et autres. C'est là où je dis, en termes de partenariat, on est dans un partenariat religieux qui tourne autour d'une ligne de partage qui est le malikisme. Bien sûr, Emirat al-Mouminin, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est le garant de la constance, de la foi et de la doctrine et bien sûr du comportement spirituel. C'est juste pour préciser. Ça, c'est les éléments de base qui nous permettront justement de déterminer. Le contenu, il est là. On va essayer de le déterminer en mettant des catégories et en mettant des termes qui puissent dire ce contenu. Abdellah Cherif Ouazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir à un certain nombre d'idées qui ont été émises par mes deux amis. Je commence par la dernière, où c'est Rachid a parlé du malikisme comme rempart contre le radicalisme. Il faut bien qu'on précise une chose. Ça, c'est très technique. C'est qu'il y a 3 piliers au niveau de notre religiosité. Il y a le dogme. Et c'est là où on parle de l'ash'arisme. Il y a l'école jurisprudentielle, et c'est là où on parle du malikisme, et il y a tout ce qui est comportement, éthique et moralité, où on parle du soufisme. Là où agit justement aujourd'hui ces troubles faits, ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de tuer au nom de l'islam, c'est au niveau du dogme, c'est au niveau de l'aqida. Parce que tout ce qui a trait à l'aqida, au dogme... Mais le dogme, excusez-moi, vous êtes certainement beaucoup mieux informé que moi, mais le dogme, pour moi, c'est les 5 piliers. C'est tout. Non, je vais lui parler de credo. Ouais. Alors, on le traduit par le dogme, mais beaucoup plus précisément par le credo. Oui, l'aqida. هناك العقيدة والفقه والسلوك. L'aqida, c'est le credo. Alors,
toute entorse ou contravention à un des principes du credo met la personne dehors, c'est-à-dire l'apostasie. Alors que tout ce qui a l'excommunication, ou bien tout ce qui a trait au fiqh, donc le malikisme, met juste la personne en péché. C'est-à-dire, la personne a péché. Et le péché, on peut le récupérer. Mais quelqu'un... Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, mais justement, une personne qui ne serait plus dans le droit chemin de la religion musulmane, est-ce qu'on peut véritablement dire de lui ou d'elle qu'elle n'est plus, non, absolument musulman pas. ou pas? Parce que absolument dans notre religion, pas. il y a un interdit là-dessus, alors, il me semble. Si vous me laissez un petit peu de temps, je vais expliquer. Je vais expliquer le credo. Parce que c'est là où il y a le plus grand problème aujourd'hui avec le courant wahhabite qui stipule que toute personne qui commet, par exemple, un grand péché, parce que dans leur idéologie, le grand péché est susceptible de mettre la personne en dehors de la religion musulmane. Et ça, c'est pas anti-musulman, justement? Mais c'est grave, ça n'existe nulle part. C'est une déduction qu'ils ont faite eux-mêmes pour excommunier le monde entier et rester eux seuls musulmans. C'est une manière de mettre en place leur hégémonie sur le monde. Excommunier tous les autres musulmans. Nous sommes 1,5 milliard de musulmans aujourd'hui. Ils veulent excommunier 1,499 milliard. Ils sont quelques milliers et ils veulent maîtriser le monde à travers cette approche d'excommuniation. Et c'est ça ce qui est le plus grave. Et quand je parle de l'Ash'ariya ou bien de l'Matiridiya, ce sont les deux grandes écoles de l'Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a. C'est-à-dire ceux qui ont hérité la voie, l'enseignement et les principes de l'islam vrai, où on dit que toute personne est faible. Comme dit le Coran. Toute personne est faible et elle peut commettre un péché. Et tout péché est rattrapable. Mais par contre, si quelqu'un renie l'existence d'Allah ou renie le message du prophète ou renie le Coran, là où on peut l'excommunier. Mais commettre un péché n'a jamais été un acte d'excommunication. Et c'est là le plus grave. Quand on parle aujourd'hui de l'ensemble des États musulmans qui sont ash'arites ou matirites, c'est des gens qui vivent en harmonie avec eux-mêmes et qui savent pardonner aux autres quand leur faiblesse se traduit par un péché. Alors que ces gens-là, aujourd'hui, essaient d'essaimer cette idéologie aujourd'hui et ils sont partout. Et si on voit aujourd'hui des actes dramatiques, si on voit aujourd'hui des tueries, si on voit aujourd'hui, c'est par ce principe-là. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en train d'exterminer des pays. Ils sont en train de tuer des innocents parce qu'ils ont commis un péché. Alors revenons sur cette notion de diplomatie spirituelle. Aujourd'hui, si on en parle rapidement, allez-y. Oui. D'accord. Alors, je parlais de l'ash'arisme et du malikisme. Et c'est ça, aujourd'hui, le garant de la stabilité des sociétés musulmanes. Si on arrive à maintenir cette idéologie et ces principes, et donc ce dogme-là. Je voulais réagir à autre chose. Rachid a parlé il a dit, je préfère la sécurité religieuse. La sécurité religieuse est une finalité. La diplomatie spirituelle est un acte, est une approche, est une procédure qui va nous mener vers un partenariat religieux basé justement sur ces principes fédérateurs où il y a cette clémence et qui vont nous permettre d'atteindre cette finalité de sécurité religieuse qu'on recherche aujourd'hui tous. Troisième point que je voulais aussi, c'est que M. Romain a parlé de la diplomatie religieuse ou spirituelle qui était individuelle. Elle l'a toujours été à travers les siècles. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, les États sont plus structurés. Aujourd'hui, le champ religieux est un champ qui est dangereux. Tout le monde fait attention aujourd'hui parce que n'importe quelle interférence négative peut créer des troubles et créer des problèmes. Aujourd'hui, cette approche doit être structurée, doit être, je dirais, institutionnalisée pour mieux la protéger et l'immuniser contre les courants radicalistes. Romain Simnel, ethnologue et anthropologue. Si on parle aujourd'hui de diplomatie spirituelle, est-ce que ça veut dire quelque part que la diplomatie ordinaire classique a échoué dans sa mission? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'interpréter de la sorte? Mais complètement. Et justement, c'était un des points que je voulais développer là. C'est-à-dire, moi, à mon sens,
il faut revenir au contexte, et c'est la discussion qu'on a entamée là maintenant. Donc le contexte, il y a deux types de contextes pour parler de diplomatie spirituelle, c'est le contexte religieux et le contexte commercial ou économique. Moi, je pense que, en effet, il y a un contexte particulier au niveau économique et commercial qui est que, en fait, c'est la diplomatie française qui, aujourd'hui, a un problème avec l'Afrique, comme vous le savez. De plus en plus, la diplomatie française a du mal à se rénover. La diplomatie française est en train de connaître des échecs dans pas mal de pays africains. Et donc, oui, le fait de mettre le Maroc comme garant d'une diplomatie spirituelle qui permettrait finalement à la France de redorer son blason diplomatique dans les pays africains, je pense... De mettre le Maroc en avant, c'est-à-dire l'État français. L'État français mettrait le Maroc en avant. Oui, tout à fait. On a besoin de l'État français pour ça? Ah non, vous n'avez pas besoin. Mais voilà, il se trouve que c'est j'allais dire le contexte diplomatique aujourd'hui, c'est ça. C'est la France qui a besoin, bien évidemment. Donc je pense que cette histoire de diplomatie spirituelle sert quelque part aussi les intérêts d'une diplomatie occidentaux-africaine qui est en train de se rénover parce qu'elle se rend compte que l'ancienne formule diplomatique et puis tout l'héritage de la colonisation, etc., est aujourd'hui un lourd quelque chose qui endigue justement cette diplomatie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après, par rapport justement au wahhabisme, moi, on a parlé avec Murtada Kalami dans Ne mange pas ce livre d'une guerre du savoir religieux entre wahhabistes et soufistes. Et c'est dans ce cadre de cette guerre du savoir religieux que justement la diplomatie spirituelle se met en place. Alors on parlait d'un mode d'emploi de déradicalisation. Il faut savoir que le Maroc a, comment dirais-je, un lourd héritage aussi au niveau du débat spirituel par rapport au wahhabisme. C'est-à-dire que la question wahhabiste n'est pas nouvelle. Elle est discutée par les fouqaha du Maroc depuis plus d'un siècle. Il existe des manuscrits, hélas, à mon grand dam, je ne comprends pas pourquoi ces manuscrits ne sont pas plus valorisés aujourd'hui, parce que ce sont des pièces qui, à mon sens, valent beaucoup plus qu'une armée de 10 000 soldats américains ou français. Ce sont des textes de critique, donc Naqs, Salafia, Naqs, Wahhabia, qui ont été écrits dans le Sahara, dans le Souss, parfois écrits en arabe mais en berbère, et qui ont été écrits par de grands fouqaha qui ont donc démonté littéralement le dogme wahhabiste point par point, donc en prenant les prières. Une déconstruction totale du... Exactement, une déconstruction totale, domaine par domaine, c'est-à-dire la prière, le rite, etc., etc., la relation aux occidentaux, aux non-musulmans, et donc thématique par thématique, ils ont repris le dogme wahhabiste et l'ont critiqué. Et voilà, et donc ça, ce sont des héritages qui existent aujourd'hui, donc dans les Zaouïas. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un point faible de notre diplomatie tout court et notre diplomatie spirituelle que de ne pas les mettre en avant, et qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour inciter justement à ce qu'on aille dans ce sens-là? Le problème, c'est que justement ces manuscrits, ces critiques, etc. sont ce qu'on appelle dans des marges, elles l'ont toujours été, c'est-à-dire que en fait moi j'ai tendance à dire que la grande tradition écrite qui s'est passée en Andalousie n'a pas été arrêtée avec l'incendie de la bibliothèque de Cordoue par le cardinal Cisneros, etc., comme on a voulu le faire croire. Elle a continué au Maroc, donc les savants andalous sont revenus au Maroc et une partie, et donc cette tradition écrite a continué dans les villes, bien évidemment, on a parlé de la Karaouine, mais aussi dans les zones rurales, dans ces régions comme le Souss, qui est une région extrêmement riche en manuscrits. Alors maintenant, vous posez la question de la valorisation de cet héritage et comment arriver à faire remonter finalement ces messages au niveau politique, etc. Là, c'est toute une question de valorisation, de développement. C'est peut-être les bibliothèques nationales ici qui doivent s'en charger, etc., pour arriver à valoriser donc ce patrimoine. C'est peut-être aussi le capital immatériel dont on parle, ou dont a parlé notamment le roi dans l'un de ses discours il y a à peu près 1 an et demi. Rachid Belbah, est-ce qu'on peut considérer cela aujourd'hui comme une sorte de capital immatériel et un bien culturel exportable? Certainement. Certainement. Écoutez, moi, j'arrête pas de dire, on est devant ce que j'appelle la résilience de l'idée. Il y a une idée qui est à la base de l'action violente. Aujourd'hui, on parle de djihadisme, et comme quoi que derrière, il y a une doctrine qui rend la violence légitime. Et en fait, que l'État islamique disparaisse, si l'idée se maintient,
il y aura d'autres organisations qui verront le jour, et ainsi de suite. Il y a une résilience de cette idée djihadiste. Alors, comment, justement, proposer un autre enseignement qui permette de miner cette résilience de l'idée? Et c'est là où le capital immatériel est d'une extrême importance, et de pouvoir revenir à l'enseignement des anciens, je pense surtout, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le 19e siècle et la question du wahhabisme. Il y avait une question wahhabite au 19e siècle. Revenir à cet héritage et se ressourcer un petit peu et se dire, est-ce que quelque part on ne pourrait pas en tirer bénéfice pour permettre de mettre en place je ne sais pas, une stratégie qui nous permettrait d'en finir avec cette résilience de l'idée. Voilà. Et c'est juste pour continuer, je crois que pour toute diplomatie politique, spirituelle, puisqu'on va maintenir ce terme. On va maintenir ce terme. Toute diplomatie spirituelle, bien sûr, il y a le contenu, il faut mettre en place les mécanismes. Mais je pars toujours du principe qu'on ne peut offrir à l'autre la possibilité de pouvoir encadrer son champ religieux si on n'a pas commencé chez soi. Alors, chez nous, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas commencé? Oui, mais je ne dis pas qu'on a... il faut commencer par... Tant qu'on n'a pas encore commencé chez soi. Disons que depuis 10 ans, il y a eu une réforme religieuse. Oui. Bien sûr, on a mis en place des dispositifs, des institutions. On va récolter les fruits que dans quelques années. Mais on est encore dans l'urgence. Mais en tout cas, il y a eu un processus de réformation des institutions religieuses au Maroc qui ont été d'une audace incroyable. C'est-à-dire au niveau de l'encadrement des acteurs du champ religieux marocain, autant le moshedine, les imams et ainsi de suite, on a mis à leur disposition un manuel d'enseignement, de Dalil, Imam et Mourchid, qui est d'une normalement, en fait, c'est encore un document interne, mais on devrait quand même communiquer là-dessus pour montrer à la population marocaine qu'il y a des choses très importantes qui sont actionnées, qui sont mises en marche. Donc, on est dans un processus de réforme. Je crois que finalement, on est en train d'aboutir à la mise en place du dispositif juridique et institutionnel de cette réforme. On voit que, par exemple, il y a au niveau de la communication, il y a la radio Mohammed VI du Coran, il y a Sadissa qui commence à intéresser le public. D'ailleurs, la radio est celle qui a le plus haut taux d'audience, entre 17, je crois, et 16. C'est important à savoir. Après, il faudra faire des études pour voir qui sont intéressés. Est-ce que c'est la frange des jeunes? Par exemple, ça m'intéresserait de voir. Est-ce que c'est les vieux, les analphabètes, la classe moyenne, et ainsi de suite, pour voir qui sont intéressés par ce discours, qui est le discours de l'État, et se dire, est-ce qu'il y a un impact et quels seront les résultats dans 10 ans. Donc, on est dans un processus de réforme. Quand on dit partenariat religieux, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous, déjà. Donc il y a une prise en charge au niveau local pour pouvoir combattre toute forme d'extrémisme et de radicalisation. Et bien sûr, il y a tout un travail sur le contenu. Qu'est-ce qu'on peut offrir pour pouvoir désactiver cette résilience de l'idée dont je parlais. Voilà. Moulay Abdallah Cherif Ouazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. On parle donc de spiritualité ou de diplomatie spirituelle. Je rappelle pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. Aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'il y a dans cette... on a parlé tout à l'heure du contenu, mais comment ça marche clairement aujourd'hui, la diplomatie spirituelle au Maroc? Quel est le rôle des consulats? Quels sont les mécanismes? Est-ce que nous avons les ressources humaines suffisamment qualifiées et suffisantes aussi en nombre? Voilà, je veux dire, si on devait un peu expliquer à nos auditeurs le fonctionnement de cette diplomatie spirituelle, vous nous diriez quoi en quelques mots? D'accord. Est-ce que vous me permettrez 2 petites parenthèses, juste avec Sidi Rachid et M. Romain, parce qu'on a parlé justement de ce texte critique du wahhabisme, de la déconstruction du dogme wahhabite. C'est quelque chose que les Marocains ont pratiqué depuis l'apparition de cette idéologie. Ça existe. Alors, du temps du sultan Moulay Slimane, c'est le sultan qui a reçu la première lettre de Mohammed bin Abdel Wahhab, l'invitant
à installer au Maroc l'idéologie wahhabite et à bannir le soufisme et à bannir tout ce qui a trait à ce qui se passait à ce moment-là. C'est comme s'ils voulaient balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait. Tout effacer et reconstruire. Sultan Moulay Slimane était un grand savant. Il n'était pas seulement sultan, mais il était aussi un grand savant théologien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la lettre aux oulémas de la Qarawiyyin, parce qu'il représentait la référence religieuse et spirituelle au Maroc. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous répondez? Et il y a une lettre qui a été écrite par les oulémas de la Qarawiyyin, qui est extrêmement explicite et qui déconstruit complètement le dogme wahhabite par la preuve, parce que le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Dites, faites valoir vos preuves si vous êtes sincères. Alors ils ont commencé à réagir à chaque point émis dans cette lettre par la preuve claire, nette, et qu'ils ont remis au sultan qu'il a envoyé à Mohamed Abdullah pour lui dire on n'en veut pas. La même chose a été faite par les oulémas de la Zaytouna en Tunisie, et j'ai les textes, et c'est des textes que nous publions maintenant en arabe, qu'on a traduit en français et qu'on publie en français, mais c'est juste une petite contribution simple, modeste, individuelle. Aujourd'hui, on a un grand problème, pas seulement au Maroc, mais partout, et je peux vous le dire, et j'assume ce que je dis. Nos institutions sont infiltrées par le courant wahhabite. Nos universités sont infiltrées par la pensée wahhabite. Même nos conseils spécialisés, conseils d'ouléma, sont infiltrés. Il faut être très vigilant, il faut faire très attention, parce que c'est grave ce qui arrive, et si on laisse ça se développer, eh ben ça va se répandre. Le temps ne le permet pas, le lieu ne le permet pas, mais il y a des choses très graves, peut-être que l'occasion viendra pour les dire. Mais les Marocains ont réagi, les oulémas marocains ont réagi, les Tunisiens ont réagi, et ça depuis la fin du 18e, le 19e et le 20e. Il y a toujours une vigilance, et il y a même beaucoup de livres qui ont été écrits, pas seulement par les Marocains et les Tunisiens, mais je détiens des livres par des Égyptiens, même par des Saoudiens. J'ai un livre qui a été écrit par le frère de Mohamed Abdel-Wahhab, Souleymane. J'ai son livre, et qu'on a traduit même en français, et qui est intitulé « As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi ar-Radd 'ala al-Wahhabiyah ». Ouais. Pour dire qu'il y a eu toujours une veille et une vigilance des oulémas, et qui ont toujours réagi. Mais c'est quand le danger devient grand qu'il y a une structuration de la réaction et de la réactivité. Aujourd'hui, je pense... Aujourd'hui, par exemple, quand on va, excusez-moi de vous interrompre, Abdel Sherif Louazani, lorsqu'on voit un petit peu les différents courants extrémistes au Sahel ou en Afrique subsaharienne de façon générale et globale, ils ne se reconnaissent d'aucune idéologie, ni wahhabite, ni autre. Je veux dire, ce sont des gens qui sont, j'ai envie de dire, c'est des électrons libres, c'est vraiment des électrons libres. Vous savez que le wahhabisme, c'est quelque chose de récent, mais l'idéologie a existé depuis l'ère de Sayyidina Uthman et de Sayyidina Ali radiyallahu anhuma. C'est les kharijites, al-khawarij. C'est exactement la même idéologie, la même pensée, le même principe de réaction qu'ils avaient. Tuer tous ceux qui sont différents, tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'était une mondialisation de la pensée religieuse. Très bien. Par rapport à ma question au mécanisme, aux canaux, comment ça marche, quel est le rôle des consulats, est-ce que nous avons les ressources humaines nécessaires, suffisantes, formées, etc. La réaction est venue, je dirais, du haut lieu. C'est Sa Majesté qui a voulu qu'on réagisse. En tant que responsable. Au niveau de nos politiques, on ne sentait pas le danger? C'est ça que ça veut dire? Pardon? Non, de toute façon, par devoir de fraternité, par devoir de partenariat religieux qui a été cité par Sidi Rachid. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis en place dans un certain nombre de pays, particulièrement africains, qui sont très proches de nous, au niveau des trois principes dont j'ai parlé, l'Ash'ariya, le malikisme et le soufisme, avec d'autres pays frères comme la Tunisie, comme la Libye. Et maintenant, la demande nous vient aussi de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne, d'un certain nombre, même de la Tchétchénie. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui ont senti le danger et qui ont vu que le seul remède, le seul moyen aujourd'hui de se prémunir, c'est d'éduquer, c'est d'enseigner, c'est d'informer, c'est d'immuniser. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des actions directes, et c'est aujourd'hui la formation des imams, parce que c'est eux qui sont en front line, c'est eux qui sont devant les pratiquants et qui vont leur enseigner les principes de la religion. Est-ce qu'ils vont leur
enseigner les principes vrais, justes, clairs, propres, authentiques, ou bien ils vont leur enseigner des principes ou une idéologie qui est monnayée. Parce que ces gens-là, ils achètent aujourd'hui les imams, ils achètent les enseignants et ils achètent tout ce qui peut être acheté, ils l'achètent parce qu'ils ont justement des moyens énormes, qu'ils soient matériels, financiers, mais aussi de communication. Et rien qu'à voir aujourd'hui le nombre de chaînes satellitaires dont ils disposent aujourd'hui pour délivrer leur poison. Moi, je dis aujourd'hui. Ça, c'est la volonté d'État ou c'est la volonté de personnes au sein de ces États qui, justement, délivrent des messages de haine, des messages qui seraient dévoyés par rapport à l'authentique islam? C'est un courant qui est aujourd'hui, je dirais, indépendant d'une structure politique étatique. Parce que le courant wahhabite, aujourd'hui, on le retrouve dans un certain nombre de pays. Il est structuré, mais il est beaucoup plus dirigé par des organisations, mais pas seulement par des États. Mais il y a bien sûr des États qui sont impliqués. Je dirais, aujourd'hui, c'est du devoir de tout un chacun de prendre son bâton de pèlerin, ou bien je vais même changer le terme, de prendre son balai de pétrin parce qu'il faut balayer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut balayer. Romain Simnal, ethnologue et anthropologue, vous voulez réagir? Non, je voulais répondre aussi à cette question donc, du mécanisme. Franchement, je vais vous dire, je pense que votre question, elle est comment dirais-je, elle est précoce, c'est-à-dire qu'en gros, il faut attendre encore quelques années pour voir véritablement comment tout ça va se mettre en place. Par contre, je reviens à ce qu'a dit Siwazani. Oui, en effet, je pense que la formation des imams, les imams sont en effet en tête de ligne. Et donc la formation des imams est pour l'instant la première dalle, on va dire, de la mise en place de cette diplomatie spirituelle. Il y a aussi bien évidemment les relations confrériques, on l'a dit. Oui. Alors là maintenant, peut-être que via les ambassades, etc., on peut imaginer à une solidification finalement des rapports entre les confréries. Et puis il y a la recherche. La recherche, c'est-à-dire les partenariats scientifiques entre les pays, entre le Maroc et le Mali notamment. Il suffit de voir un petit peu les colloques, les colloques, les publications contemporaines donc de cette année et celles qui vont venir, où on voit bien qu'il y a un travail intellectuel justement sur cette question-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait, donc, d'un côté, avec ce contexte contemporain, cette lutte contre le wahhabisme, qui donc justifie la diplomatie spirituelle, et en même temps, cet héritage donc du passé, on l'a dit, on a parlé de Moulay Slimane, je rajoute juste une petite anecdote à propos de Moulay Slimane qui est très très intéressant, c'est qu'il faut savoir que ce sultan a été à un moment donné, dans sa Méhalla, kidnappé par une tribu, donc je crois que c'était la tribu des Aïers derrière Rabat, et c'est An-Nasiri donc qui raconte cette histoire de manière très précise et qui montre que finalement le roi n'a pas été tué ni quoi que ce soit, il a été, entre parenthèses, c'est ce qu'il dit, prisonnier de sa baraka. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné des cadeaux au roi, on lui a mis du henné, etc., etc. Il est reparti au palais alors que lui-même s'attendait à avoir un problème avec cette tribu. Il est reparti au palais en étant complètement affublé de tous ces attributs de la baraka. Donc c'est pour vous montrer à quel point ce roi qui était justement en train de réfléchir sur la question du wahhabisme a tout de suite été rattrapé par la question populaire et la baraka partagée par les tribus. À propos de l'infiltration du wahhabisme, je vous donne encore une petite anecdote. Je connais une toute minuscule zawiya dans le sud qui s'appelle Yogit. Elle est vraiment minuscule, elle a juste une dizaine d'étudiants. Et la dernière fois que j'ai été visiter cette zawiya, il y avait parmi eux un taleb, un étudiant venant de Casablanca, wahhabiste. C'est pour prouver justement cette infiltration. Et le taleb avait un propos sur le maître de la zawiya qui était quand même assez dur en disant oui, lui il est soufi, il respecte trop les saints, etc. Il est plus avec les saints qu'avec les prophètes. Et finalement, moi j'ai été voir le maître et je lui ai posé la question, j'ai dit mais enfin comment tu peux accepter ce wahhabiste dans ta zawiya soufi? Et là il m'a dit tu sais quand une cuillère est tordue il vaut mieux la remettre en place plutôt que l'acheter à la poubelle. Et donc en fait il me faisait comprendre que de toutes les manières, grâce à le mentalque, grâce à la logique, grâce à la rhétorique, etc., petit à petit il était en train de travailler ce wahhabiste et il allait en faire un soufi. Voilà. Et enfin à propos de ce livre magnifique du frère Mohamed Ben Abdel Wahab, donc Slimane
Ayman Ben Abdel Wahhab, les gifles divines donc contre le wahhabisme. Il faut savoir que ce petit fascicule est photocopié et en vente chez de nombreux buralistes de Tiznit qui ont ça sous leur comptoir et qui vendent ça à peu près à 15 dirhams. Donc voyez à quel point c'est ancré, je veux dire, dans les traditions populaires, notamment du sud marocain. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat. Ouais, je voudrais juste revenir à cette... Tout à l'heure, vous avez parlé de dévoiement et de dévoyer. Or, je vais vous contredire, dans le sens où toutes les formations religieuses, qu'elles soient radicales ou modérées, elles sont sur le mode de vérité. Et ils sont dans la légitimité. C'est-à-dire que quand vous suivez, par exemple, le discours doctrinal d'une organisation comme celle de l'État islamique, elle est dans une communication de vérité. Et elle fonde toute son action, quelle qu'elle soit, sur la légitimité du texte. Alors, le problème, il est là, dans ces textes, Ahl Sunna wal Jama'a. Après, on va dire, non, c'est l'école Hanbalite, et puis qui est passée par le filtre d'Ibn Taymiyyah et Abu al-Qayyim, et ainsi de suite, jusqu'à Ibn Wahhab. Et après, bon, bien sûr, il y a eu la fécondation par les fréristes qui ont fécondé ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme djihadiste. Il y a tout un contexte historique avec le nassirisme et donc la fuite et le bassisme et la fuite vers l'Arabie saoudite. Il y a eu une fécondation et voilà. Donc c'est l'histoire en abrégé. L'important, c'est de se dire qu'ils sont sur le mode de vérité. Et c'est là d'où le tirent toutes leurs convictions. Ils arrivent à recruter. Pourquoi ils recrutent? Et pourquoi il y a le passage de la radicalisation vers la préparation de l'acte de violence? C'est à ce niveau-là qu'il faudra travailler. Et c'est ce que j'appelle, moi, la résilience de l'idée. Alors après, je reviendrai. Maintenant, je voudrais parler des mécanismes. Quand on dit mécanisme, d'accord, on met en place des structures. On a parlé de l'enseignement, il est d'une extrême importance. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on a, par exemple, du côté marocain, et là, on parle de diplomatie, il nous faut absolument une sorte de lieu de rayonnement. On a l'Institut, peut-être qu'il sera rattaché à un lieu symbolique comme l'université d'Al-Qarawiyyin. C'est déjà fait. Voilà une bonne idée, une bonne nouvelle. Donc, il faut peut-être aller jusqu'à créer peut-être... Oui, Al-Qarawiyyin, c'est 1000 ans d'histoire. C'est un lieu symbolique par lequel on peut rayonner au-delà des frontières marocaines. Alors on peut choisir un lieu plus vaste, celui de Fès, sans qu'il y ait de problème entre cités, Marrakech par-ci. Alors Fès, il a la capacité de pouvoir intégrer toutes les formations religieuses, qu'elles soient soufis, qu'elles soient officielles, qu'elles soient ainsi de suite. Donc je crois que de Fès, il pourrait y avoir un rayonnement vers au-delà. Alors ça, c'est au niveau des mécanismes. Ce qui est important, c'est de voir la panoplie des décisions politiques et juridiques qui ont été prises. Le nombre de décrets qui ont été soumis au chef de l'État marocain et qui a décidé. Et l'une des grandes décisions, à mon avis, c'est celle de la neutralité des préposés et des mochidines dans les mosquées. C'est-à-dire que comment on parvient aujourd'hui, et je crois que c'est la clé de voûte, comment on parvient aujourd'hui dans un État, il n'est pas religieux, on n'est pas dans le Wilayat al-Faqih au Maroc. Et comme Hassan II disait, la uhallilu haram wa la uharrimu halal. Il était clair là-dessus. On n'est pas dans un État religieux et ce n'est pas l'imam qui a. Donc il y a une grande différence entre le principe de Wilayat al-Faqih et Imarat al-Mouminin au Maroc. Pour moi, il faut vraiment être précis là-dessus. Alors, bien sûr, les décrets qui régulent le rapport, je ne dis pas séparation du politique et du religieux, je parle plutôt de dissociation, mais qui régulent le rapport du religieux et du politique, et qui fait qu'il n'y aura jamais d'instrumentalisation du religieux pour des intérêts politiques. C'est d'une extrême importance, et c'est le premier pas. Bien sûr, avec le travail au niveau de la doctrine, qui nous permettrait de proposer une véritable stratégie de déradicalisation. C'est pour ça que je parle de réforme. C'est un processus. Il faudra Aujourd'hui, on doit en faire une priorité au Maroc. Quoi ? On doit en faire cette diplomatie spirituelle. Certainement, parce que... Et on en a les moyens financiers. Alors, pour les moyens financiers, il faudra voir. Ouais.
Parce que c'est ambitieux, qu'on voyait un petit peu l'étendue des dégâts au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne. Bon, voilà, la question de l'argent se pose aussi. Il y a un chaînon encore qui manque. Ce ne sont pas les fuqaha qui iront faire de la diplomatie. Ils n'ont pas les compétences nécessaires. Alors il faudra qu'on soit dans une sorte de networking qui permet à nos diplomates marocains de pouvoir rencontrer les acteurs du champ religieux marocain ou universitaire qui puissent bien sûr les briefer, leur donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent au niveau des ambassades où ils sont actifs proposer l'offre marocaine qui, je n'arrête pas de le dire, qui est globale, qui inclut l'économique, le politique, le socioculturel et le religieux. Ouais, vous seriez par exemple, Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat, vous seriez par exemple pour la création d'une sorte de ministère ou de secrétariat d'État spécialement conçu justement pour cette diplomatie spirituelle, un secrétariat d'État qui serait rattaché peut-être au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Habous ou peut-être les deux, je ne sais pas. Écoutez, une institution superposée à une autre institution, on a besoin juste de compétences. Une institution, ça va alourdir. Plus de latitude, peut-être. Oui, on va se retrouver dans une forme de bureaucratie. Vous savez qu'on est dans la tendance du rassemblement, au lieu de l'éclatement des structures administratives ou celles qui ont la compétence à gérer les affaires publiques. C'est important? Non, au contraire. Je crois que si on arrive si par exemple le ministère des Affaires étrangères, il arrive à mettre en place avec l'aide du ministère des Habous et des Affaires religieuses et avec d'autres instances comme l'Arabita et comme bien sûr et il ne faut pas oublier les organisations de la société civile. Dans par exemple votre association. Alors toutes les associations qui sont actives dans le champ religieux, elles peuvent apporter énormément au niveau de l'offre marocaine et de pouvoir justement convaincre les partenaires marocains de la crédibilité de l'offre marocaine. Abdellah Cherif Ouazzani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques, vous voulez réagir? Oui, justement, revenir sur les mécanismes, parce que je ne les ai pas détaillés tout à l'heure. Moi, j'ai parlé juste de la formation des imams, parce que c'est le pilier, je dirais, aujourd'hui, le plus important. Parce que former... Et le moins coûteux aussi, peut-être. Pardon? Et le moins coûteux, peut-être. Non, c'est pas vrai. Pas forcément. C'est très coûteux. Vous savez que ramener... Aujourd'hui, on a presque 1000 personnes au centre, parce que moi, j'enseigne à cet institut. On a beaucoup de monde. Nourri, logé, blanchi, tout. Ça coûte énormément cher. Mais peu importe, parce que le résultat escompté est très important. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une urgence. L'humanité entière, aujourd'hui, est menacée dans son existence. Il n'y a pas que les musulmans qui sont menacés, mais c'est l'humanité qui est menacée. Si on laisse cette idéologie aujourd'hui se répandre, essaimer et prendre place, demain, elle va exterminer le monde. C'est très grave. Alors, la formation des imams, c'est un point très important et qu'il va falloir développer davantage. Et bon, je pense que ce n'est pas toujours intéressant de les ramener ici tous, parce que c'est extrêmement coûteux, c'est très difficile sur le plan de la logistique, mais les former sur place. On a parlé du rôle de la Qarawiyyin. Moi, j'étais candidat à la présidence de la Qarawiyyin, je le suis toujours. Et dans mon projet de développement de l'université Al Qarawiyyin, j'ai proposé de créer des annexes de l'université dans tous ces pays-là. Parce qu'on reçoit, jusqu'à aujourd'hui, on reçoit des étudiants qui nous viennent de tous ces pays-là, même de l'Extrême-Orient. On a des étudiants qui nous viennent d'Indonésie, de Malaisie. Pourquoi ne pas ouvrir des annexes? Vous savez que l'année dernière, on a ouvert la première faculté, université Qarawiyyin, à Manama, au Bahreïn. Moi, je pense que ce n'est pas le Bahreïn qui a le plus besoin de la Qarawiyyin, mais c'est beaucoup plus l'Afrique aujourd'hui. Former les masses, immuniser les masses contre justement cette idéologie néfaste pour qu'ils puissent distinguer le bien du mal, le vrai du faux. C'est ça le plus important. Donc, la sensibilisation des masses, il y a d'autres choses qui rentrent dans cette sensibilisation. C'est l'organisation de conférences, l'organisation de forums, l'organisation de festivals, parce que ça s'adresse à la grande masse, au tout venant. On forme les imams, on forme les prédicateurs, mais aussi, il faut prémunir la masse et la sensibiliser. Les médias, ça c'est un point très important, c'est le troisième point dont je voulais parler. Les médias ont un rôle extrêmement dangereux. Il est positif.
il joue énormément son rôle. Quand il est neutre ou négatif, c'est très dangereux pour la société. Les médias doivent jouer le rôle, doivent être le relais de ces institutions, de ce message, de ces forums, parce que le média ou les médias ne demandent pas l'autorisation de rentrer chez vous. Ils passent par les canaux. Ils n'ont pas besoin de porte ou de fenêtre pour rentrer et transmettre le message. Je dirais, malheureusement au Maroc, les médias ne jouent pas pleinement leur rôle. J'espère qu'il y aura une sensibilisation, il y aura une prise de conscience et qu'on va aller. Quatrième point, c'est les fondations. C'est là ce que Sidi Rachid appelait les partenariats religieux. Ce n'est pas forcément étatique, mais aussi les organisations de la société civile. C'est les fondations. Alors, il y a déjà, vous savez que Hassan II, rahimahullah, avait créé, il y a très longtemps, le premier conseil des oulémas du Maroc et du Sénégal, et qui était présidé par le marhoum Cheikh Ibrahim Diop. C'était un conseil des oulémas très actif, qui bougeait énormément, échangeait, partageait. Mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, en 2015, et particulièrement durant le mois de Ramadan, donc au mois de juillet, Sa Majesté Mohammed VI a créé la première fondation Mohammed VI pour les oulémas d'Afrique, et qui va regrouper tous les oulémas des pays d'Afrique et du Maroc. Et c'est là où on va créer une vraie synergie, un grand partenariat, une manière d'échanger, de se renforcer, de partager pour le bien de tout le monde. Donc, je reviens à dire, ces points-là sont tous complémentaires et on ne peut pas en soustraire un ou deux. La Qarawiyyin, et j'y reviens, les annexes de la Qarawiyyin, c'est la meilleure manière aujourd'hui de former un grand nombre sans les faire venir tous ici. Parce que ça coûte extrêmement cher de les ramener, de les loger, de les nourrir et de les former. Je peux envoyer 10 ou 20 enseignants au lieu de ramener 1000 étudiants. Romain Simnel, ethnologue et anthologue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mon voisin. Et pour revenir à cette histoire de mécanisme, on est au début du processus, on l'a bien compris. Je pense que la valorisation de l'enseignement est en effet la base, mais ça, ça implique un certain nombre de questions. Alors moi je ne savais pas qu'il y avait un lien qui est en train de se tisser entre l'Institut des études africaines et la Qarawiyyin, mais oui, bien évidemment, ça c'est extraordinaire. C'est vraiment de ce genre de choses qui peuvent permettre... Pas l'Institut des études africaines, c'est l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, qui maintenant officiellement dépend directement de la Qarawiyyin. Ok, donc ça c'est extraordinaire. Et dans le même ordre d'idées, on m'a appris dernièrement qu'il y avait eu donc une loi qui est passée pour valoriser l'enseignement dans les écoles traditionnelles, dans les madrasas atika, et que même on pouvait valider finalement cette formation et reconnaître par un bac qui permettait d'arriver dans les sciences islamiques. Ça, je pense que ce genre de choses est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut arriver... contrôler ces écoles, c'est aussi un peu difficile par la suite. Les contrôler, je pense pas que ce soit le but. Administrativement, elles dépendent du ministère des Affaires religieuses. Il y a un département au niveau du ministère qui s'occupe des écoles traditionnelles. Mais il y en a plusieurs qui ne sont pas justement inscrits dans cette logique-là. C'est ça le problème aussi. Mais les plus importantes, les plus organisées, où il y a le plus d'étudiants, elles sont organisées, elles sont contrôlées et leurs diplômes sont validés. Et ils ont une équivalence pour pouvoir rentrer directement à l'université, soit dans les études islamiques, soit dans la charia, soit dans le droit. D'accord. Donc ça c'est un début de reconnaissance et je pense qu'il faudrait justement arriver à rallier ces deux grandes traditions, c'est-à-dire la tradition de l'école avec l'enseignement civique, etc. et justement cet héritage riche et progressivement arriver à relier ces deux canaux. Je pense que ça ce sont des choses qui sont véritablement durables. Alors ensuite, moi je voulais parler aussi d'une chose qui est très importante, parce que enseigner c'est bien, mais enseigner quoi ? Enseigner justement, voilà, le problème c'est toute cette question du patrimoine spirituel marocain. Comment finalement patrimonialiser ces objets, ces idées qui sont justement menacés par les wahhabistes. Je veux dire, c'est pas un hasard si les wahhabistes s'en prennent aux saints, aux manuscrits, aux familles maraboutiques, comme on l'a vu à Tombouctou, les Berabèches et les Kunta notamment, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'armada spirituelle, l'armada intellectuelle, justement, de cette spiritualité marocaine. Et donc, la question se pose de comment
patrimonialiser tout ça. C'est-à-dire, parce que la patrimonialisation a ses risques, on le sait, on peut vider par exemple les zaouïas et ramener tous les manuscrits à Rabat, je ne pense pas que ce soit la solution, exactement comme la question de faire venir tous les imams du Sahel à Rabat ou à Fès n'est pas une solution. Donc comment arriver à patrimonialiser toutes ces idées, tous ces objets, tout cet héritage sans le centraliser, sans le risque de la centralisation, de l'homogénéisation, etc. Donc ça va être, je pense, un des grands défis majeurs du Maroc, c'est-à-dire mettre en place une diplomatie spirituelle, donc quelque part une unité aussi spirituelle dans son message, tout en gardant cette diversité qui fait la force et qui a toujours fait la force du Maroc. Moulay Abdel Cherif Louazani, président de la Fondation Boulay-Driss pour les études théologiques et historiques. Si vous étiez aux commandes, si vous étiez à un poste de décision aujourd'hui, vous feriez quoi pour développer dans notre pays davantage cette spiritualité ou cette diplomatie spirituelle, pardon? Alors, vous parlez de notre pays ou vous parlez dans de notre pays, si vous étiez à un poste de décision, vous auriez fait quoi pour développer cette diplomatie spirituelle? Non, je corrige. La diplomatie, on l'a fait à l'extérieur, on l'a fait à l'étranger. Vous l'avez fait, bien sûr. Ah, donc vous parlez de l'étranger. À partir du Maroc. Ah bah oui, à partir du Maroc, sur l'ensemble du monde islamique et pas seulement, sur aussi le monde occidental. Justement, j'allais venir justement. Vous savez que nous vivons tous sur un seul village. Et ce qui est mauvais pour eux est mauvais pour nous. Ce qui est bien pour nous est bien pour eux. Aujourd'hui, nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre en harmonie. Nous voulons vivre en sécurité. Et il faut qu'on commence d'abord par chez nous. Si on appure, si on nettoie, si on fait un travail de fond chez nous. Alors un travail de fond chez nous, ça commence par quoi pour vous? L'enseignement, la sensibilisation, l'immunisation, l'information. Et si j'ai parlé tout à l'heure de la formation, de la sensibilisation des médias et des fondations... Quand vous voyez par exemple le niveau d'éducation, le niveau d'enseignement au Maroc, est-ce que on voit qu'on essaie de réformer depuis des années, sans pour autant, il me semble, parvenir à un résultat extraordinaire. Et quand même, on est déjà allé en Afrique pour essayer de mettre en place ce dont on parle depuis tout à l'heure, ces diplomaties spirituelles et autres. Est-ce qu'on n'a pas raté ou est-ce qu'on n'a pas zappé une étape? Excusez-moi du terme. Non, la réforme du champ religieux au Maroc a démarré depuis longtemps, particulièrement en 2003. Après les événements de Casablanca, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une décision royale très forte, très puissante, et il y a eu un démarrage d'une réforme totale du champ religieux, et ce qui est excellent. Bien sûr, moi je ne suis pas encore satisfait des résultats. Je pense que la vitesse doit augmenter un petit peu, la structuration doit être beaucoup plus importante, mais c'est déjà sur la bonne voie. Et on a commencé à travailler sur l'extérieur parce que le problème nous vient aussi de l'extérieur. Quand on corrige à l'extérieur, on se prémunit à l'intérieur. Ce que je voulais dire, tout à l'heure, on a parlé de tous les livres qui déstructurent le dogme wahhabite qui existe et que la majorité des gens ne connaissent pas. Vous-même, vous avez dit que vous ne les connaissez pas, alors qu'ils existent. Alors qu'on les enseigne, chez nous. Vous savez que le livre dont on a parlé de Sulayman ibn Abdul Wahhab, As-Sawa'iq al-Ilahiyya, à chaque fois qu'il est édité et qu'il nous arrive dans le salon du livre à Casablanca, il y a des gens qui viennent l'acheter en entier pour le faire disparaître, pour qu'il ne sorte pas. Et on le réédite immédiatement après, et on le distribue, et on le fait tourner. Mais malheureusement, il tourne justement sur une élite, sur un ensemble de personnes qui sont déjà sensibles à la problématique et qui sont capables de le lire, de le comprendre et de le mettre en pratique. Moi, je parle de la masse. Aujourd'hui, si on a des gens qui vont en Irak, qui vont en Syrie pour soi-disant faire du djihad, c'est la petite gens. C'est les gens moyens, c'est les gens des quartiers périphériques, c'est les gens des campagnes qui sont aujourd'hui induits en erreur. Et c'est à ce niveau-là aujourd'hui qu'on doit travailler. Il ne faut pas qu'on travaille seulement chez les intellectuels, il ne faut pas qu'on travaille seulement dans les universités. Non, il faut qu'on aille aujourd'hui plus bas dans la société. C'est les petites gens aujourd'hui qui sont traînés dans la boue et qui sont induits en erreur et qui malheureusement partent aujourd'hui pour se faire tuer. Pas pour faire du djihad, parce que le djihad, c'est beaucoup plus différent que ça. Alors, la différence, justement, peut-être pour expliquer à nos auditeurs davantage, quand on voit par exemple un pays qui est envahi par une puissance occidentale, est-ce que finalement, il n'y a pas de légitimité à dire qu'on va faire du djihad au nom de, par exemple, la Palestine? Quelqu'un aujourd'hui qui partira en Palestine pour faire selon lui en tout cas, du djihad, pour vous c'est du djihad ou c'est de l'inconscience? D'abord, la Palestine n'a pas besoin, les Palestiniens n'ont pas besoin de gens qui viennent de l'extérieur. Ils sont capables de le faire eux-mêmes. Ils ont besoin de soutien moral, financier et
et d'armement. Ils n'ont pas besoin. Aujourd'hui, on peut régler beaucoup de problèmes par la diplomatie. On peut régler beaucoup de problèmes par le dialogue. Il n'y a pas que l'armement. L'armement ou la guerre doit rester l'ultime solution, la dernière solution à adopter. Parce que personne ne gagne dans une guerre. Tout le monde perd à la fin. Vous avez récemment signé un article, Abdallah Cherif El-Ouazzani, sur justement la possibilité de trouver une solution juste et durable pour, en tout cas concernant le problème du Sahara marocain. Et vous avez dit que la diplomatie spirituelle pouvait aider en cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre approche? Comment est-ce que la diplomatie spirituelle peut aider à la résolution de ce problème? Bien sûr, parce que le problème au Sahara marocain est un problème politique. Ce n'est pas un problème religieux. Moi, je vais très souvent au Sahara. La semaine prochaine, je serai à Lyon pour une conférence. J'y vais. Les gens du Sahara sont des gens qui sont très imprégnés par leur marocanité. Mais il y a quelques brebis galeuses qui sont à l'extérieur, qui ont été induites en erreur et qui sont achetées par d'autres forces qui veulent nuire justement à cette intégrité territoriale du Maroc. Aujourd'hui, si on arrive à convaincre la masse, l'ensemble, la majorité... Pourquoi la masse n'est pas acquise? Non, elle n'est pas acquise. Je vous dis honnêtement, au Sahara, au notre Sahara marocain, la masse n'est pas acquise. Il y a une politique qui n'est pas correcte qui est menée là-bas. Il y a des dérapages. Alors, c'est-à-dire quoi une politique qui n'est pas correcte qui est menée là-bas? Il y a des dérapages sécuritaires, il y a des dérapages au niveau de l'approche sociale, il y a des problèmes. Moi, quand je vais au Sahara, je discute avec des familles, des gens que je connais bien, qui m'estiment bien, que j'estime, que je respecte. Ils sont profondément marocains, mais ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas, je dirais, je cherche le terme, ils n'aiment pas ce qui se fait aujourd'hui là-bas. Il y a beaucoup de dérapages de la part de responsables, qu'ils soient politiques ou sécuritaires. Je pense que le dossier du Sahara doit être repris différemment. Et la diplomatie spirituelle là-dedans? Oui, parce que ça renforce cette appartenance au pays. Le religieux peut prendre le dessus sur le social et sur le politique. Mais jusqu'à quel niveau, ça je ne peux pas le garantir. Ouais. Romain Simnel, ethnologue et anthropologue, et juste après Rachid Belbah, enseignant-chercheur, vous voulez réagir, allez-y. Oui, juste à propos de la diplomatie spirituelle au Sahara. Il faut savoir une chose, moi je l'ai écrit dernièrement dans le livre de Bojador à Boujdour. On a fait avec Murtada Academy une grande carte avec l'emplacement des différents saints. On a vraiment travaillé sur les saints donc du Sahara, et on s'est vraiment rendu compte qu'il y a quelque chose qui est très très fort, je veux dire, au Sahara, c'est que la plupart des tribus sahariennes ont comme ancêtre fondateur un saint. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui est encore plus présent là-bas, et ces saints sont tous des soufis. Donc il suffit de donner cet argument, c'est-à-dire de dire que toutes les tribus s'affilient à un saint soufi pour se rendre compte de la portée que peut avoir la diplomatie spirituelle au Sahara. C'est-à-dire que là, on joue la carte justement du soufisme, de la spiritualité, des liens justement soufis que ces chefs de tribus ont eu avec, bon je ne vais pas tous vous les citer, mais qui ont eu avec d'autres saints du nord du Maroc, etc. Et donc on voit bien la relation au niveau de la sainteté, au niveau de la spiritualité. Par ailleurs, je voulais revenir sur cette question de savoir s'il y a des populations finalement qui sont plus faibles que d'autres par rapport à la question du wahhabisme, par rapport à l'embrigadement djihadiste. Je crois qu'aujourd'hui on pourrait faire une cartographie en fait du Maroc avec des régions qui sont plus touchées par la question du djihadisme, de l'embrigadement, etc. que d'autres. Et si on fait cette carte, on va très rapidement se rendre compte qu'il y a des régions au Maroc, notamment dans le Maroc rural, qui ont été laminées, je dois dire, par notamment les groupes salafistes, etc., qui ont interdit notamment de nombreux rituels. On peut parler par exemple du Moussem de Sidi Chamarouch dans le Haut-Atlas, qui a été interdit condamné par les salafistes. D'autres régions, au contraire, comme par exemple celle du Souss, qui ont été préservées de ça, pour des raisons diverses, et où le wahhabisme et le salafisme a eu moins d'emprise dans ces régions. Donc, on voit qu'il y a des régions qui sont vidées, j'allais dire, de leur contenu religieux local, au travers des moussem, des marouf, des rituels, etc. Et d'autres régions qui sont encore très forts au niveau de cette tradition. Moi, je pense que, malgré tout, encore une fois, cette présence des traditions populaires liées au soufisme, etc., donne une certaine force, en tout cas à la population locale. La présence de zaouïa, la présence de saints, de rituels, de moussem, etc., donne une certaine
Oui, je pense, force par rapport à la question wahhabiste, par rapport à différentes régions qui elles, ont perdu ces traditions. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat, toujours par rapport à cette question du Sahara et cette diplomatie spirituelle, comment est-ce qu'on peut établir un lien efficace pour trouver une réponse finale à ce problème que l'on traîne depuis maintenant des décennies? J'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre, mais je ne sais pas. Disons, est-ce qu'il y a un rapport direct entre diplomatie spirituelle et le problème du Sahara? Je le vois nulle part. Il a été établi en tout cas par justement Abdelchef Chouazani dans un article. Oui, c'est moi pour ça que j'ai posé le la vois question. Nulle part, à moins de penser qu'en fait, et c'est là où ça pourrait être intéressant, à moins de penser qu'en fait la population à Tindouf, qui sont des Marocains, il ne faut pas oublier, c'est des Marocains qui ont opté pour une autre approche et vouloir l'indépendance. Mais la population à Tindouf, oui, ça on sait, il y a des Mauritaniens, il y a des Algériens. Moi je parle de la majorité, c'est des Marocains. Il ne faut pas oublier ça, c'est des Marocains. Alors, l'idée, ce qu'on a remarqué depuis au moins 2006, c'est qu'il y a eu un phénomène de radicalisation à l'intérieur de la population de Tindouf. Et bien sûr, les différentes succursales djihadistes actives dans la région du Sahel, AQMI, Mujao et d'autres, ils ont recruté. Et donc, du coup, il y a eu des formations comme, par exemple, Morabitoun Joudoud ou d'autres. Et qui ont recruté des jeunes de Tindouf. C'est là où il y a le danger et c'est là où le Maroc peut intervenir et dire que, en fait, ça peut être une solution pour empêcher que la jeunesse de Tindouf soit radicalisée. Je voudrais juste revenir, mais si vous voulez, peut-être après, nuancer par rapport à ce que j'appellerais la ruralisation du djihadisme ou de l'extrémisme religieux. Je voudrais nuancer. Moi, d'après mes recherches, je considère que le djihadisme est un phénomène citadin. Oui, tout à fait. Il n'est pas rural. Il est citadin. Bien sûr, il y a des prolongements ruraux, des facilités d'accès dans le rural qu'on ne retrouve pas dans l'urbain. Et surtout, il y a la ruralisation de la cité, la ruralisation de la ville, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Alors, il ne faut pas oublier que, bien sûr, ce ne sont plus les mosquées dans le sens matériel qui recrutent, mais il y a la mosquée virtuelle. C'est-à-dire que le recrutement, il passe beaucoup plus par Internet, par. Alors, ça, c'est en parlant de mosquée virtuelle, aujourd'hui, je suis en train, depuis quelques mois, une année, je travaille énormément sur le fondement doctrinal du djihadisme et en même temps sur les modes de communication de l'organisation État islamique. Et bien sûr, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on dit qu'on va déradicaliser, qu'on va combattre le radicalisme et l'extrémisme, mais faites un essai tout simple. Rentrez et essayez de googler n'importe quel concept. Je vous donnerai 3 exemples sur lesquels on devrait peut-être réfléchir. L'apostasie, Rida, Jihad et Al-Wala ou Al-Bara. Moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à Al-Wala ou Al-Bara que le Jihad, qui est plus ou moins transversal. Mais Al-Wala ou Al-Bara pose d'énormes problèmes. Alors, on prend ces trois concepts et on essaye de googler. On arrive dans la circularité de l'enseignement salafiste. Wahhabite, si vous voulez, comme vous voulez. Mais on arrive à la circularité de l'enseignement salafiste. Et chaque fois que vous cliquez, vous allez tomber sur le même enseignement. C'est-à-dire qu'à travers tout un travail sur une vingtaine d'années, aujourd'hui, l'unique enseignement qu'on retrouve sur le net, c'est celui du salafisme. Et on voudrait combattre la résilience de cette idée sans penser qu'un jeune de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans ou de 24 ans, quand il a besoin d'informations, il ne va pas à la mosquée, il ne lit pas les livres. Les livres bon papier, il google. Et il tombe, il y a une forme de circularité. Et c'est là où il y a le danger. Alors, comment parvenir à concurrencer cet enseignement sur le net?
Alors, comment parvenir à offrir, c'est-à-dire techniquement, quand un jeune il clique, il tombe sur un autre enseignement que celui du salafisme. Quand il clique sur Ar-Ridda, il trouve un autre enseignement. C'est là où il y a le véritable enjeu. C'est là où les États devraient intervenir. Alors, je terminerai sur ça, si vous m'accordez une minute. Allez. Tout à l'heure, vous savez, vous parliez de... Est-ce que quelque part on peut combattre oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Louazani, c'est qu'on ne peut combattre la résilience de l'idée djihadiste que par et à travers l'enseignement et l'idée, et pas la force. Ça ne suffit pas. Le plan sécuritaire est important, mais il ne suffit pas. On peut faire la guerre aux djihadistes, mais tant que l'idée est là, elle va se réincarner. Ouais. Il y aura d'autres groupes et ainsi de suite. Le danger, c'est que d'un côté, on a par exemple l'État islamique qui est un groupement militaire, qui a créé un État et il a une armée. Et on veut répondre. Aussi, hein. Et d'ailleurs, on répond par les armes. Mais en même temps, il y a l'idée d'imiter le modèle de l'État islamique et d'envoyer ce qu'on appelle les patriotes. Non, mais justement, à Lux Radio, on parle pas d'État islamique, on les appelle Daesh. Peut-être aussi il y a un combat à mener à ce niveau-là, au niveau des définitions. C'est peut-être un premier pas aussi. Est-ce que se donner à Daesh le nom d'État islamique, c'est déjà légitimer le fait que ce soit un État? Je suis un chercheur. Pour moi, c'est l'organisation de l'État islamique. Et souvent, on m'a reproché pourquoi je ne parle pas de terrorisme, pourquoi, comme si je les défends. Non, j'essaye de mettre en lumière le triptyque, la pensée, l'action et la communication. Pour nous, en tant que chercheurs, c'est ça. Et sur la base de notre recherche, le décideur pensera à mettre en place la stratégie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'après que différents États commencent à envoyer ce que j'appellerais les patriotes, qui ne sont pas des militaires. Mais autant que chercheur, vous avez aussi un idéal, c'est celui d'une vie paisible. Et donc, à partir de là, quand vous appelez Daesh, l'État islamique, vous légitimez peut-être quelque part le fait... L'organisation État islamique. L'organisation. Donc, non, mais je suis précis. C'est une organisation. J'essaye de voir comment cette organisation elle fonctionne. C'est une organisation djihadiste et j'essaye de voir d'abord le socle doctrinal, le rapport à l'action, la dialectique à l'action et la communication. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que demain, si on ne prête pas attention à l'importance de la concurrence au niveau des idées, pour pouvoir les combattre, c'est par les idées, c'est par la concurrence des idées et par des propositions concrètes en termes d'idées. Voilà. Donc, je voulais parler de privatisation de la guerre, mais bon. Moulay Abdallah Cherif Louazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. Vous voulez réagir? Alors, je réagis à 2 points. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure de mon article sur la diplomatie spirituelle dans la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. Je n'ai pas parlé de cette diplomatie spirituelle à l'intérieur du Sahara marocain, mais c'est au niveau des autres pays africains qui aujourd'hui s'oppose à notre intégrité. Vous savez que notre ennemi aujourd'hui va prêcher sa parole et défendre la thèse selon laquelle c'est un peuple qui est opprimé et qui doit recouvrir son intégrité et son indépendance. C'est au niveau de ces pays-là qu'on doit aussi nous-mêmes défendre notre thèse. Et c'est des pays avec lesquels nous avons justement des liens spirituels où on peut faire valoir cette diplomatie spirituelle pour les ramener. Vous savez que le Maroc a quitté l'Union africaine depuis très longtemps. Et c'est au niveau de cette instance aujourd'hui que se trament énormément de choses à l'encontre de notre intégrité. C'était une erreur de quitter l'OIA. Ça, on laisse à l'histoire de le dire. Mais personnellement, je pense que la politique de la chaise vide n'est pas positive et n'est pas bonne. Il faut rester et défendre de l'intérieur. Peu importe l'essentiel. Aujourd'hui, on assume notre choix. On a fait un choix, on l'assume. Et on agit en conséquence. Notre diplomatie spirituelle doit agir à ce niveau-là, au niveau de ces pays-là, et aller prêcher notre thèse, la défendre pour qu'on les ait avec nous et pas contre nous. Deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est Rachid a parlé de cette ruralisation et de là où partent les djihadistes. Je maintiens
que c'est surtout dans les quartiers périphériques. Quand j'ai dit ruralisation, je parle des quartiers périphériques et des grands bidonvilles. Je peux vous donner un exemple. Statistiquement, on a un bidonville dans la région de Kinitra qui s'appelle Sidi Taibi. De là sont partis plus de 150 personnes sont parties en Irak et en Syrie. Vous savez, le nord, la région de Fneda, dans cette région, il y a énormément de bidonvilles. Parce que l'exode rural existe partout dans le Maroc. Et c'est là où pilule, c'est là où, justement, il y a ce recrutement. Aujourd'hui, au Maroc, le recrutement ne se fait pas encore par la mosquée virtuelle parce que ces couches-là ne sont pas encore très bien connectées. C'est vrai il y a quand même des cyber à 2 dirhams de l'heure, je veux dire, pratiquement. Oui, donc, quelqu'un qui n'a pas de quoi bouffer, il ne va pas quand même se connecter à 5 dirhams. Mais par contre... Souvenez-vous des attentats qu'on a eus à Casablanca, ça s'est bien passé grâce et à travers... C'est par la suite. Non, mais on a eu des personnes qui ont été arrêtées dans des cyber, je pense à Sidi Mohamed notamment. Donc à partir de là, quand vous nous dites les personnes qui n'ont pas de quoi bouffer, pour reprendre votre mot, je veux dire, ne vont pas au cyber, je ne sais pas. Mais par la suite, ils sont financés. Il y a tout un processus. Le recrutement se fait d'abord sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Mais après, quand on les recrute, on va les endoctriner, on va les financer, on va les outiller, on va les armer. Et on le met à ce moment-là parce qu'ils deviennent des cellules dormantes. Et ils sont connectés, ils reçoivent leurs ordres par justement le net. Mais c'est là. Dernier point, si vous me permettez. Sidi Rachid a parlé de l'Wala ou le Bara, qui a dit que c'est très dangereux. Aujourd'hui, on a recensé les grands points sur lesquels se basent ces groupuscules et cette pensée. La première chose, c'est ce qu'on appelle al-hakimiyya wa takfir al-hukam, parce qu'ils partent d'un verset coranique qui dit wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. C'est de là où partent justement leur idéologie. C'est que la source de légifération, si elle n'est pas strictement prise du Coran et de la Sunna, qu'ils reconnaissent eux, alors tout le monde est impie et tout le monde est mécréant. Et c'est de là que découlent d'autres. Qadiyat al-jahiliya, l'ignorance. Ils pensent que tous les autres sont des ignorants, ils ne sont pas capables de comprendre la religion. Il y a Qadiyat al-hatmiyat as-sidam. Et ça c'est très grave. La confrontation pour eux, elle est inéluctable et qu'elle doit venir. Il y a aussi dar al-kufr wa dar al-iman. Et ça c'est aussi un principe sur lequel ils se basent pour nous classer. Qadiyat al-tamkin, le pouvoir, et qu'ils ont une wa'd min Allah, une promesse divine qu'ils vont, je dirais, s'approprier le pouvoir et donc faire régner la loi selon leur conception. Et puis, il y a l'isti'la, et puis il y a un certain nombre de principes, le temps ne permet pas de les... Mais je les ai énumérés et sur lesquels on est en train de travailler et on est en train d'argumenter pour déstructurer ces principes-là. Romain Simnel, ethnologue et anthropologue, pour le mot d'afin. Oui, non, c'était pour revenir justement sur cette histoire de bidonville, de périphérie. Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Après, il faut savoir que cet exode rural, il vient d'où? Il vient justement de la ruralité. Et c'est là où justement il y a une motivation, parce que moi je l'ai vu, donc des salafistes agir, y compris en amont du processus de l'exode. Hein. Donc c'est pour vous montrer à quel point ils sont quand même malgré tout extrêmement infiltrés. Le dernier mot de la fin, c'est pour vous dire que la diplomatie spirituelle du Maroc en termes d'action politique, finalement, elle n'est pas nouvelle. On peut remonter à il y a un siècle, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. La diplomatie spirituelle du Maroc était en action notamment pour la résistance. Et ça, c'est un autre volet, mais qui est très intéressant, où on voit les liens justement entre Tombouctou et toutes ces familles-là, pas nouvelles. On peut remonter à il y a un siècle, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. La diplomatie spirituelle du Maroc était en action notamment pour la résistance. Et ça, c'est un autre volet, mais qui est très intéressant, où on voit les liens justement entre Tombouctou et toutes ces familles-là et la royauté, justement pour mettre en place une diplomatie spirituelle tournée donc vers la résistance contre la colonisation. Merci. Et puis le mot de la fin pour Rachid Belbah, enseignant, chercheur à l'Institut des études africaines de Rabat. Moi, je dirais tout simplement, c'est qu'on vient de récupérer notre profondeur africaine. Vous savez que la colonisation française-espagnole nous a la colonisation française-espagnole, elle nous a coupé de notre profondeur et quelque part on est en train de revenir à l'Afrique subsaharienne. Donc quelque part c'est aussi salutaire pour nous
avec cette diplomatie spirituelle, on se redécouvre notre identité africaine et on se l'approprie. Et c'est là où aussi c'est intéressant pour nous. Et bien sûr, après, on offre quelque chose de concret. Merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Moulay Abdullah Sherif Louazani, président de la Fondation Moulay Idriss pour les études théologiques et historiques. Merci à Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Et merci à Romain Simnel, ethnologue et anthropologue. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellente après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat avec plaisir.